Quand on parle de planètes potentiellement habitables, on sort tout de suite du domaine du visible pour entrer dans celui des données astronomiques. Ce que l'on cherche, ce ne sont pas des images, des paysages ou des atmosphères colorées, mais des indices mesurables que la vie pourrait exister quelque part ailleurs. Pour structurer cette recherche, les scientifiques ont défini des critères clairs, pas subjectifs, pas basés sur des opinions, mais sur des éléments physiques que l'on peut quantifier. Le premier critère concerne la distance à l'étoile hôte. Une planète doit se trouver dans une zone dite habitable, ce qui signifie que la quantité d'énergie qu'elle reçoit de son soleil est compatible avec la présence d'eau à l'état liquide à sa surface. Si bien sûr elle possède une atmosphère adaptée, cette zone dépend de la luminosité de l'étoile, de sa température, de la quantité d'énergie rayonnée. Pour certaines étoiles, cette zone est très proche, pour d'autres, beaucoup plus lointaine. Mais la distance seule ne suffit pas. Une planète trop petite n'est pas capable de retenir une atmosphère significative sur le long terme. Une planète trop grande pourrait être un monde gazeux où les conditions ne permettent pas l'apparition d'une surface solide habitable. Ce qui intéresse particulièrement les astronomes, ce sont les mondes dits rocheux, avec une taille et une masse comparables à celles des planètes telluriques. Le troisième critère porte sur la composition de l'atmosphère, un paramètre qui est encore très difficile à mesurer directement, mais que l'on peut parfois déduire à partir de spectres lumineux captés lorsqu'une planète passe devant son étoile. Certains éléments, comme la présence de vapeur d'eau, de méthane ou d'autres molécules complexes, sont considérés comme des indices potentiels, que les conditions pourraient être favorables à des processus biologiques. Il faut aussi tenir compte de l'étoile elle-même. Certaines étoiles, comme les naines rouges, sont très petites et brillent peu, mais elles peuvent produire des éruptions intenses qui bombardent la planète de radiation. D'autres étoiles sont trop massives, ce qui ne donne pas assez de temps à une éventuelle vie pour apparaître et se développer. Tous ces critères ne sont pas arbitraires, ils résultent de décennies d'observations et de modèles physiques qui relient l'énergie, la chimie, les processus atmosphériques et l'évolution stellaire. Quand on parle de planètes potentiellement habitables, on ne parle donc pas de simples suppositions, on parle de processus physiques mesurables, de données spectrales, de modèles thermodynamiques et d'observations répétées. C'est ce qui permet de passer du rêve à une recherche scientifique concrète. Non pas est-ce qu'il y a de la vie, mais plutôt est-ce que les conditions peuvent, en théorie, être compatibles avec des processus biologiques connus. Ce point est fondamental pour comprendre la suite. Car ce qui rend certaines planètes particulièrement intéressantes ne viennent pas d'une impression esthétique, mais d'un ensemble de critères clairement définis, vérifiables et comparables. C'est cette démarche qui va nous permettre d'identifier les mondes les plus prometteurs parmi les milliers de planètes à découvrir. Des mondes où, dans un futur pas si lointain, on pourrait espérer mesurer davantage de caractéristiques, ou même détecter des signatures de processus biologiques. C'est pour cela que quand on recherche des mondes où la vie pourrait exister, la première chose qui frappe, c'est la proximité. Parfois, une planète intéressante n'est pas seulement intéressante sur le papier, mais aussi proche de nous dans l'espace. C'est le cas de Proxima Centauri b. Cette planète autour de Proxima Centauri, l'étoile la plus proche du Soleil, a environ 4,24 années-lumière. Ce chiffre peut sembler énorme comparé aux distances terrestres, mais à l'échelle cosmique, c'est juste à notre portée. Proxima Centauri est une naine rouge, une planète beaucoup moins brillante que le Soleil. Sa lumière est plus rouge, plus froide, et sa puissance énergétique est plus faible. Cela signifie que pour qu'une planète reçoive une quantité d'énergie comparable à celle qui permettrait à l'eau d'exister sous forme liquide, elle doit se trouver très près de son étoile. C'est exactement ce qui se passe avec Proxima Centauri b. Elle orbite à une distance très proche de son étoile, ce qui la place dans ce que les astronomes appellent la zone habitable. Ce n'est pas un lieu concret, mais une région autour d'une étoile, où la température moyenne à la surface d'une planète, si elle possède bien sûr une atmosphère adaptée, pourrait permettre à l'eau liquide d'exister. Sur Proxima Centauri b, les modèles suggèrent que cette planète reçoit suffisamment d'énergie de son étoile pour que, hypothétiquement, l'eau puisse exister à l'état liquide. Ce n'est pas une preuve que l'eau est réellement présente, ce n'est pas non plus une preuve que la vie existe, c'est un indice fort, basé sur des données mesurables. Proxima Centauri b a une masse estimée comparable à celle des planètes rocheuses, ce qui laisse penser qu'elle n'est pas un monde gazeux, mais plutôt un solide, avec un intérieur et une surface. Un autre point intéressant à propos de cette planète est sa période orbitale. Elle complète une orbite autour de Proxima Centauri, en seulement quelques jours terrestres, ce qui suggère qu'elle pourrait être verrouillée gravitationnellement, avec une face toujours tournée vers son étoile, et une autre face constamment dans l'obscurité. Ce scénario n'est pas fatal à l'habitabilité, mais il exige des modèles climatiques différents. La chaleur sur la surface éclairée pourrait être redistribuée vers la face sombre si l'atmosphère est suffisamment dense. Sans l'atmosphère, les contrastes de température seraient extrêmes. C'est précisément ce genre de détail, la présence ou l'absence d'atmosphère et sa composition, qui distingue une planète intéressante d'une planète réellement habitable. Proxima Centauri b est un des premiers mondes qui a attiré l'attention pour cette raison. Il combine une proximité relative, une position dans la zone habitable et une composition potentiellement rocheuse. Cela ne garantit rien, mais cela en fait l'un des candidats les plus importants à étudier, plus en détail dans la recherche d'un environnement favorable à la vie. Ce niveau de détail est ce
qui distingue une planète intéressante scientifiquement d'une simple exoplanète détectée. Et autour de Proxima Centauri, les observations continuent, car chaque nouvelle mesure apporte des informations plus précises sur l'environnement de cette planète et sur la manière dont une éventuelle atmosphère pourrait se comporter. Si Proxima Centauri B attire l'attention par sa proximité, une autre planète intrigue les astronomes, mais pour une raison différente. Elle fait partie d'un système planétaire entièrement observable. Cette planète s'appelle TRAPPIST 1e. Elle orbite autour de l'étoile TRAPPIST 1, située à environ 40 années-lumière. Cette étoile est une naine ultra froide, beaucoup plus petite et beaucoup moins lumineuse que le Soleil. Elle émet une lumière faible, principalement dans l'infrarouge. Autour d'elle gravitent 7 planètes rocheuses, toutes proches les unes des autres. Ce système est exceptionnel, car il permet aux astronomes d'étudier plusieurs mondes formés dans le même environnement stellaire. Parmi ces 7 planètes, TRAPPIST 1e se distingue particulièrement. Sa taille et sa densité suggèrent une structure rocheuse avec une proportion de métal et de silicate compatible avec la présence d'une surface solide. Ce n'est pas une planète géante, ni un monde dominé par une épaisse enveloppe gazeuse. Elle reçoit également une quantité d'énergie modérée de son étoile, suffisamment pour que les modèles climatiques envisagent la possibilité d'eau liquide, si certaines conditions atmosphériques sont réunies. Mais ce qui rend TRAPPIST 1e vraiment intéressante, ce n'est pas ce seul paramètre isolé, c'est l'équilibre global. Une planète trop proche de son étoile risque de subir un échauffement intense. Trop éloignée, elle peut basculer vers un refroidissement global, que elle se situe dans une région où cet équilibre semble théoriquement possible. Les simulations montrent qu'avec une atmosphère appropriée, la chaleur pourrait circuler efficacement autour de la planète, évitant des écarts thermiques trop extrêmes. Comme beaucoup de planètes proches d'une naine rouge, TRAPPIST 1e est probablement en rotation synchrone, une face orientée vers l'étoile, l'autre plongée dans la nuit permanente. Ce type de configuration peut paraître hostile, mais il ouvre aussi des scénarios climatiques intéressants. Entre la zone éclairée et la zone sombre, pourrait exister une région intermédiaire où la température reste relativement stable, une bande parfois appelée zone du terminateur. Autre avantage pour les astronomes, le système TRAPPIST 1 est particulièrement favorable aux observations. Quand les planètes passent devant leur étoile, une petite partie de la lumière traverse leur atmosphère avant d'atteindre les télescopes. Cette lumière porte une signature chimique qui permet d'identifier les gaz. Grâce à des instruments récents, notamment le télescope spatial James Webb, les premières analyses atmosphériques ont déjà commencé sur certaines planètes du système. Comprendre si TRAPPIST 1e possède une atmosphère stable est aujourd'hui l'une des grandes questions. Car sans atmosphère durable, une planète perd rapidement sa capacité à maintenir des conditions favorables à des processus complexes. Mais si cette atmosphère existe, et si elle est suffisamment dense, alors TRAPPIST 1e devient un candidat extrêmement sérieux dans la recherche de mondes potentiellement habitables. Ce qui rend ce système particulièrement précieux pour la science, c'est qu'il offre un laboratoire naturel, plusieurs planètes, des conditions différentes, et la possibilité de comparer leur évolution. Chaque nouvelle observation affine notre compréhension de ces mondes lointains, et elle rapproche un peu plus les astronomes d'une question centrale. Dans quel environnement la chimie peut-elle devenir suffisamment complexe pour ouvrir la voie à des formes de vie ? De ce qu'on comprend là, c'est que toutes les planètes prometteuses à la vie ne se ressemblent pas. Certaines sont rocheuses, d'autres appartiennent à une catégorie plus difficile à imaginer. Des mondes intermédiaires, plus grands que les planètes telluriques, mais plus petits que les géantes gazeuses. K2-18b fait partie de ces planètes. Elle orbite autour d'une naine rouge, située à 120 années-lumière. Sa masse est plusieurs fois supérieure à celle d'une planète rocheuse classique, ce qui la place dans une catégorie souvent appelée mini-Neptune ou parfois monde-océan, selon les modèles utilisés. Ces types de planètes n'existent pas dans notre système solaire, ce qui rend son étude particulièrement précieuse. Pendant longtemps, les astronomes se sont demandé si ces mondes pouvaient réellement offrir des conditions compatibles avec des processus biologiques, ou si leur atmosphère était trop épaisse pour permettre un environnement stable. K2-18b a commencé à attirer fortement l'attention lorsque des observations spectrales ont révélé la présence de vapeur d'eau dans son atmosphère. Ce genre de détection ne signifie pas qu'il y a des océans visibles ou des nuages familiers, mais cela confirme que des molécules essentielles à la chimie du vivant peuvent exister dans cet environnement. Plus récemment, certaines analyses ont également suggéré la présence de molécules contenant du carbone, comme le méthane, ou potentiellement d'autres composés plus complexes. Ces résultats doivent être encore confirmés, mais ils suffisent à faire de K2-18b une cible prioritaire pour les observations futures. C'est ça qui rend cette planète particulièrement intéressante. Ce n'est pas seulement la présence de ces molécules, c'est la combinaison de plusieurs paramètres. Elle reçoit une quantité d'énergie modérée de son étoile. Elle possède une atmosphère détectable et sa structure pourrait permettre l'existence d'une région tempérée à certaines altitudes. Car sur une planète comme K2-18b, la question n'est pas forcément celle d'une surface solide. Les modèles envisagent parfois un scénario différent, une atmosphère épaisse reposant sur un océan global. Dans ce type d'environnement, les conditions de pression ou de température peuvent varier fortement selon l'altitude, créant des couches potentiellement stables. Ce sont ces zones que les scientifiques étudient avec attention. L'objectif n'est pas d'imaginer des paysages, mais de comprendre si la chimie peut y devenir suffisamment complexe pour permettre l'apparition de structures biologiques. K2-18b illustre une idée importante.
Les mondes favorables à la vie ne suivent pas forcément un seul modèle. La diversité des planètes découvertes ces dernières années montre que l'habitabilité peut prendre des formes variées. Certaines planètes pourraient offrir des environnements stables à leur surface, d'autres pourraient abriter des régions favorables dans leur couche atmosphérique, et d'autres encore restent difficiles à interpréter avec les données actuelles. Et c'est précisément ce qui rend cette recherche si dynamique. Chaque nouvelle observation ne se contente pas d'ajouter un nom à une liste, elle élargit la gamme des environnements que la science doit apprendre à comprendre. Aujourd'hui, les instruments deviennent suffisamment précis pour analyser la composition de certaines atmosphères à des dizaines, voire des centaines d'années-lumière. Ce qui relevait autrefois de la spéculation commence progressivement à entrer dans le domaine de la mesure. Les prochaines générations de télescopes permettront encore d'aller plus loin, détecter davantage de molécules, affiner les modèles climatiques et peut-être identifier un jour des signatures chimiques difficiles à expliquer sans processus biologique. Ce moment n'est peut-être pas imminent, mais pour la première fois dans l'histoire de l'astronomie, il n'est plus hors de portée scientifique. Quand on observe ces planètes, on ne regarde pas seulement des points de lumière, on explore un ensemble de possibilités. Certaines seront probablement inhospitalières, d'autres resteront ambiguës, mais parmi elles se trouvent peut-être des environnements où la chimie a franchi un seuil supplémentaire. Et c'est cette perspective qui guide aujourd'hui une grande partie de la recherche exoplanétaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite vers un nouveau tour de l'univers.